Vendredi 6 février 2026, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le 19h. Au sommaire, chaque 6 février, la journée internationale contre les mutilations génitales féminines brise le silence autour de violences encore infligées à des millions de filles et de femmes à travers le monde. Soutenue par l'ONU, cette mobilisation mondiale rappelle l'urgence de protéger la santé, les droits et la dignité des filles et de mettre un terme définitif à ces pratiques. Également, ce vendredi 6 février marque la journée mondiale sans téléphone mobile, un défi qui, à l'ère du numérique, paraît de plus en plus difficile à relever. Notre micro-trottoir est allé à la rencontre des étudiants pour comprendre l'usage qu'ils font de leur téléphone portable au quotidien et savoir s'ils se sentent capables, ne serait-ce qu'une journée, de relever ce pari sans écran. Voilà pour les grandes lignes de cette édition. Bienvenue à tous. Chaque 6 février, la journée internationale contre les mutilations génitales féminines lève le voile sur des violences encore trop souvent passées sous silence, subies par des millions de filles et de femmes à travers le monde. Soutenue par l'Organisation des Nations Unies, cette mobilisation mondiale rappelle l'urgence de protéger les droits, la santé et la dignité des filles et de mettre un terme définitif à ces pratiques. On en parle avec Bamadiri. Chaque année, le 6 février, la Journée internationale contre les mutilations génitales féminines, MGF, rappelle une réalité encore trop souvent cachée. Des millions de filles et de femmes à travers le monde subissent des violences graves au nom de traditions ou de formes sociales. Cette journée soutenue par l'ONU vise à sensibiliser, informer et encourager l'abandon définitif de ces pratiques. Mutilation génitale féminine ou encore mutilation sexuelle féminine regroupe toutes les interventions qui consistent à l'ablation partielle ou totale des organes génitaux de la femme. À cela, on inclut également toute autre intervention au niveau de la région génitale de la femme, mais pas dans un but thérapeutique. Souvent présenté comme un rite de passage à l'âge adulte, une condition au mariage ou un moyen de contrôler la sexualité féminine, les MGF sont profondément ancrés dans certaines traditions culturelles. C'est notre coutume qui le demande. C'est ce que mes parents m'ont expliqué et dorénavant, je ne serai plus stigmatisée par mes copines qui sont elles toutes excisées. Les conséquences des mutilations génitales féminines sont nombreuses et durables. À l'accouchement, j'ai beaucoup traîné à la maternité. J'ai eu beaucoup de problèmes. Jusqu'à on disait de m'amener au bloc opératoire. Et c'est dans le bloc opératoire que j'ai pu accoucher par césarienne. Et tout ça, c'est dû à l'excision. Les femmes souffrent de complications depuis le moment de l'excision, pendant leur adolescence, la maternité, pendant toute leur vie. Quand elles commencent l'école, elles peuvent avoir des infections et beaucoup souffrir. Elles peuvent manquer beaucoup de cours à cause de cela et ça peut affecter leurs études. Quand elles se marient, elles doivent se faire rouvrir. C'est un nouveau choc, un nouveau traumatisme pour le corps, avec beaucoup de saignements, des risques d'infection et de complications supplémentaires. Les MGF constituent une violation grave des droits humains, du droit à la santé et du droit à l'intégrité physique. Le 6 février n'est pas seulement une date symbolique, c'est un rappel collectif. Protéger le corps des filles, c'est défendre leur avenir. Tant que des voix continueront de se lever, l'espoir d'un monde sans mutilation génitale féminine restera vivant. Une attaque meurtrière perpétrée par des hommes armés a au moins fait 162 morts dans l'état de Kwara, mardi, situé dans le centre-ouest du Nigeria. Le président Bola Tinubu a imputé la responsabilité de cette sanglante attaque aux terroristes de Boko Haram et ordonné le déploiement de ces hommes afin de rétablir le calme dans une zone en proie à une insécurité multifactorielle. On voit cela avec Barouk Tadou.
Bola Tinubu, le président du Nigeria, a ordonné le déploiement de l'armée dans l'est de Kwara, dans le centre-ouest du pays, où une attaque a fait entre 162 et 170 morts dans la nuit du mardi 3 février. L'assaut dans les villages de Woro et possiblement Nuku, attribué à des combattants djihadistes de Boko Haram, est présenté comme l'un des plus meurtriers de l'année dans le pays. Tous les commerces en bord de route ont été vandalisés et incendiés. Le groupe d'autodéfense du village, une dizaine d'hommes environ, qui étaient dans leur bureau, ont tenté de tirer sur les assaillants, mais leurs balles ne les ont pas atteints. Les bandits les ont alors repoussés dans leur bureau et les ont brûlés vifs. Des hommes armés ont pris d'assaut les villages, ouvrant le feu sur les habitants, incendiant des maisons et commerces. Des habitants affirment que les assaillants prêchaient depuis longtemps dans le village, exhortant les locaux à abandonner l'État nigérien et à adopter la charia, une croyance étrange qui prône la violence plutôt que la paix et le dialogue. C'était des gens très bien, ils les ont brûlés. Et il y a ceux qu'ils ont emmenés. Maintenant, il ne reste plus personne dans la communauté. Tout le monde a été tué. Les autres ont fait leurs valises avec leurs familles et ont quitté le village. Il ne reste plus que les soldats que le gouvernement a envoyés hier. Dans un communiqué, Bola Tinubu a dénoncé une attaque lâche et bestiale. En réaction, le président a ordonné le déploiement de bataillons de l'armée dans la circonscription de Kayama, dans l'état de Kwara. Pour la présidence, cette unité mènera l'opération bouclier de la savane pour neutraliser les terroristes barbares et protéger les communautés sans défense. La recrudescence des violences a conduit Bola Tinubu à déclarer l'état d'urgence sécuritaire fin novembre déjà, avec renforcement des effectifs militaires. L'opération, nommée Savannah Shield, aura pour but de mettre hors d'état, de nuire les terroristes et de protéger les communautés sans défense. Au Burkina Faso, le CORAG, l'instance stratégique de contrôle, vient de rendre public un bilan sans concession de 9 mois d'investigation entre révocation pour faux diplômes, détournement de vivres et corruption de magistrats. Le rapport lu par le capitaine Farouk Azaria Zorgo lève le voile sur des pratiques qui gangrènent encore l'État. Le point avec Elpidio Ayafor. Désormais, sur les routes du Burkina Faso, la caméra invisible du CORAG veille. La nouvelle régulation change les règles du jeu. Fini la confiscation systématique des engins en cas d'infraction. Le contrevenant se voit désormais retirer ses documents contre une carte de réquisition Labal. Il dispose de 72 heures pour payer sa quittance et effectuer des travaux d'intérêt commun. Une pédagogie par l'action pour restaurer le civisme. Mais cette rigueur s'applique surtout au sommet. Le dernier bilan du CORAG, couvrant la période de décembre 2024 à août 2025, est accablant. Plus de 6000 agents publics ont été passés au crible, entraînant déjà plusieurs révocations pour faux et usage de faux. S'agissant de l'état des lieux de la lutte contre la corruption en 2025, il faut noter qu'après la proclamation de la révolution progressiste populaire par le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le 1er avril 2025, les instructions ont été d'intensifier la lutte contre la corruption. Ce fléau qui gangrène notre société depuis belle lurette. Donc il s'est agi en 2025 de poursuivre la sensibilisation par des communications des différentes structures compétentes engagées dans la lutte contre la corruption. Ensuite, il s'est agi d'encourager les dénonciateurs à travers des récompenses qui sont prévues de façon officielle pour tout dénonciateur. Malheureusement, le constat est que malgré toutes ces mesures prises, ce fléau continue de sévir dans notre société. C'est pour cette raison que le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a instruit de durcir le temps en 2026, notamment à travers des sanctions immédiates pour tout agent indélicat qui serait pris en flagrant délit de corruption ou de mauvaises pratiques. Les investigations ne s'arrêtent pas là. Le rapport dénonce des cas de corruption impliquant des magistrats, des policiers municipaux et même des détournements de vivres destinés aux déplacés internes adorés. Des produits pharmaceutiques spoliés, aux harcèlements sexuels dans les bureaux, le CORAG traque chaque dysfonctionnement. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, la guerre contre le terrorisme ne peut pas être gagnée sans une victoire totale sur la corruption interne. Le CORAG appelle désormais à une vigilance citoyenne accrue, invitant chaque Burkinabé à dénoncer les abus via le numéro 199. L'objectif est clair, bâtir une société de probité où l'impunité n'a plus sa place.
Les États-Unis ont décidé de réactiver pour une durée d'1 an l'AGOA, cet accord qui permet aux produits africains d'entrer sur le marché américain sans droit de douane. Une bonne nouvelle pour les exportateurs africains, même si cette reconduction reste courte et suscite des interrogations sur l'avenir du programme. Pour comprendre ce que cela change concrètement sur le terrain, nous sommes en direct avec Dr Anani Kombe, agriculteur togolais et bénéficiaire de l'AGOA. Bonsoir docteur et merci d'être avec nous. Bonsoir madame, c'est moi qui vous remercie. Alors docteur, dites-nous, qu'avez-vous ressenti en apprenant la réactivation de l'AGOA pour 1 année? Alors, il faut dire que c'est un soulagement, mais c'est aussi prudent. Prudent dans quel sens? Peut-être faut-il rappeler un peu le contexte de l'AGOA qui est une loi des États-Unis. Donc, c'est une loi des États-Unis sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique et qui offre certains accès préférentiels sur les douanes. Et l'AGOA, je dis que c'est prudent parce que ce n'est pas qu'un simple test politique, mais c'est aussi un outil de planification commerciale et sa réactivation aujourd'hui évite en tout cas une rupture brutale pour les exportations. Mais il faut dire que quand on analyse également avec une prolongation d'1 an, je pense que c'est un répit et ce n'est pas une sécurité stratégique. Concrètement, qu'est-ce que l'AGOA vous apporte aujourd'hui en tant qu'entrepreneur agricole et exportateur togolais? Ok. D'abord, le premier avantage de l'AGOA, c'est des avantages tarifaires qui sont décisifs, peut-être par rapport aux autres qui ne bénéficient pas. Donc, c'est un avantage tarifaire et qui exonéré en fait de ces tarifs-là qui peuvent aller de 5 à 20% selon. Et aussi, c'est aussi une opportunité aussi de se performer parce que il faut le rappeler, cette loi américaine, c'est depuis 2000. Et il faut dire que c'est en 2008 que le Togo a été éligible. Et concrètement, les activités, en tout cas les exportations, ont commencé en 2015-2016 jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas aussi un espace qui est très ouvert parce qu'il y a beaucoup d'exigences en termes de traçabilité, en termes de qualité et en termes de certification. Et donc, ça crée une certaine compétitivité au niveau des produits. Cette décision américaine vous rassure-t-elle ou vous inquiète-t-elle vu la courte durée d'1 an? Ok, oui, elle rassure peut-être à court terme, mais elle inquiète pour les investissements. Et il faut dire que personne ne crée aussi une unité de transformation parce que cette loi couvre et les produits agricoles et les produits agro-industriels, également les produits textiles. Et personne ne crée une unité de transformation pour 1 année. Donc, AGOA, dans sa forme actuelle quand même si ça favorise l'accès au commerce, mais nous pensons que ça mérite encore de revoir également la durée qui est prévue, parce que là, ça met en mal en tout cas le système. Mais là aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est un dispositif. Il faut dire que le président américain aussi n'était pas obligé parce que quand nous prenons cette loi a été, la loi là a pris fin en fait le 30 septembre 2025 et je pense que au vu des effets également bénéfiques, surtout pour les États-Unis aussi. C'est ce qui a amené peut-être à prendre cette décision de réactiver cela sur 1 an. Le temps de voir aussi certains ajustements, parce que 25 ans d'expérience aussi, forcément, il y en aura des remises en cause aussi.
Alors, dites-nous, docteur, quels produits agricoles togolais arrivent réellement à profiter de l'AGOA, selon votre expérience? Oui, il faut dire que c'est très peu de produits. Hein. Il faut dire spécifiquement c'est les produits agricoles et les produits agricoles bruts et puis transformés. On peut citer les oléagineuses, comme les graines de soja, par exemple. Il y a aussi cajou. Il y a certains aussi qui arrivent aussi à envoyer du beurre de karité et du cire d'abeille. Et en temps, je pense que le Togo aussi se positionne avec la plateforme industrielle d'Adéticop et avec le développement du textile, parce que le textile aussi prend un espace important également dans ce dispositif-là. Et donc, du coup, voilà un peu les produits qui arrivent quand même à aller sur le marché américain au jour d'aujourd'hui. Et quelles difficultés rencontrez-vous pour exporter vers les États-Unis malgré l'AGOA? En termes de difficultés, effectivement, ok, c'est bien compris. Les difficultés, la première difficulté, c'est la difficulté sanitaire. Vous voyez, c'est des pays qui sont très, très exigeants sur les questions sanitaires, parce que c'est des produits, c'est les humains qui vont consommer. Donc, les questions de santé sont au cœur. Donc, c'est là où nous parlons des questions de qualité, des normes qu'il faut respecter, qui sont complexes et des fois aussi coûteuses, que nous sommes appelés à faire face. Et aussi, à notre niveau aussi, il y a aussi l'absence des laboratoires aussi accrédités localement pour pouvoir faire certaines analyses, afin que nous-mêmes, on puisse quand même faire le diagnostic assuré. Voilà. Et il y a aussi des volumes irréguliers parce que l'appréciation des acheteurs américains, voilà, il y a aussi l'irrégularité qui est souvent aussi liée également à notre capacité à s'adapter à leur marché, notamment le fait de respecter, par exemple, la traçabilité, la qualité, voilà, les conditions sanitaires. Donc, il y a également ce challenge-là. Et associé à ça, il y a aussi le défi logistique. Le défi logistique pour pouvoir faire les transbordements, envoyer les produits, ce n'est pas aussi facile en termes de coûts, en termes de disponibilité aussi. Voilà, le transit time. Donc, tout ça, là, ça mène à ce que ça complique. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas accès, en fait, à ce dispositif et de pouvoir exporter les produits vers les États-Unis. Dernière question, docteur. Alors, selon vous, que faudrait-il améliorer ou changer pour que les agriculteurs togolais profitent davantage de ce programme? Et quel serait votre message à l'endroit des autorités togolaises et partenaires américains sur l'avenir de l'AGOA? Ok. Bon, oui. Déjà, il faut dire que nous-mêmes, on doit arriver quand même à faire une transformation locale et pas seulement exporter en brut. Bon, ça me désole. Voilà, ça c'est la première des choses. Et aussi accompagner techniquement nos producteurs. Accompagner techniquement nos producteurs, leur doter surtout de capacités selon le prix Nobel Amartya Sen, les doter vraiment de capacités afin qu'ils puissent respecter les exigences qu'imposent en fait ces marchés-là, qui sont des marchés de niche, mais très exigeants, c'est aussi normal que ça. Donc, il y a cela que nous devons quand même mettre dans nos dispositifs actuels pour que les producteurs soient plus outillés, soient plus formés et soient plus accompagnés en fait sur le terrain pour respecter également ces différentes exigences qu'imposent ces différents marchés, notamment le marché américain. Et bon, à l'endroit de l'État, il faut dire que aujourd'hui, c'est vrai que l'AGOA a été réactivée, mais je pense qu'il faut aussi voir combien on vraiment bénéficier également de cette opportunité et surtout voir les défis et s'attaquer réellement à ces défis pour que au niveau local, on arrive quand même à s'asseoir et puis à bâtir un système de production agricole plus durable et aller vers une transformation structurelle de notre agriculture. Et ce n'est pas seulement aussi le domaine de l'agriculture, hein, on dit les opportunités économiques. Donc, c'est vrai qu'en Afrique,
la croissance économique passe tout d'abord par l'agriculture. C'est pour cela, c'est l'agriculture qui est mise avant sur cette loi commerciale qu'offrent les États-Unis. Mais il y a d'autres possibilités également. Et peut-être l'invitation aussi, c'est le développement des textiles. Dans les années 80, on a vu vraiment textiles de Dacha, comment vraiment ça a permis à la population, à nos concitoyens de pouvoir avoir des revenus. Voilà. Donc, je pense qu'il faut réactiver ce mécanisme-là et voilà, se positionner clairement sur un tel ou tel produit pour pouvoir accéder pleinement à ce marché qui est l'agua. Merci à vous, docteur. Je rappelle, vous êtes Kombe Anani, entrepreneur agricole et bénéficiaire de l'AGOA. Nous poursuivons cette édition. Ce vendredi 6 février marque la journée mondiale sans téléphone mobile, un défi qui semble difficile à relever aujourd'hui à l'ère du numérique. Les avis des étudiants sur cette journée avec Barouk Diadou et Jean-Claude Diamant. Bon, je peux le faire s'il y a une bonne raison. Mais apparemment, moi, je ne peux pas laisser mon téléphone pour une journée. Parce que mon téléphone me fait de l'argent, quoi. Bon, moi, je peux laisser mon téléphone pendant 24 heures parce que sans mon téléphone, on ne fait rien avec le téléphone. C'est juste les WhatsApp, TikTok. Ouais, si c'est affaire d'argent, là, ça, moi, je peux dire. Mais sans rien, là, téléphone, là, ça, non, ça apporte rien, quoi. Parce que moi, des fois, je lève mon téléphone. Parce que ça ne m'apporte rien. Mais si c'est à faire d'argent, là, moi, je ne peux pas laisser. Oui, parce que pour utiliser le téléphone, là, j'utilise parfois pour faire des recherches si je suis en train d'apprendre ça. C'est comme... Et parfois aussi, je peux le laisser pour apprendre quoi, sans téléphone. Là. Ou bien s'il y a à faire d'argent, là, je peux l'utiliser. À part ça, je peux le laisser pendant une journée. Puisque je me suis habituée depuis. Parce que moi, c'est après le bac que j'ai eu accès au téléphone. Donc. Bon, moi, comme je vends les sacs, les choses, les sacs, les parfums, je les pose souvent sur mes statuts. Et si quelqu'un en a besoin, je peux lui donner ou bien il vient chez moi, il les récupère. Donc, sans le téléphone, je ne peux pas les poster. Bon, si je laisse ça, peut-être toute la journée d'aujourd'hui, par exemple, on peut m'appeler, me demander soi-disant pourquoi je ne suis pas connecté, qu'on veut les choses, patati patata. Donc, moi, je peux les laisser pendant 24 heures. Des fois, je laisse mon téléphone, je peux rester quelque part seul, me questionner sur la vie. À part le téléphone, je peux faire quoi? La 4e édition du festival Les Afro-PN est officiellement lancée. L'événement a été présenté hier jeudi à Lomé lors d'une conférence de presse réunissant organisateurs, partenaires et professionnels des médias. Cette édition mettra à l'honneur les îles et les cultures afro-européennes du 20 au 22 février prochain. Compte rendu Barouk Diadou, Richard Maï. Le jeudi 5 février 2026 a marqué le lancement officiel de la 4e édition du festival Les Afro-PN, un événement créé par le projet Togo Créatif avec l'appui de la délégation de l'Union européenne au Togo. À l'hôtel École Les Bénins, une conférence de presse a regroupé initiateurs du projet, partenaires et professionnels de médias. Les Afro-PN, c'est un des dispositifs du projet Togo Créatif qui est un projet initié par l'Union européenne du Togo en 2022 pour une durée de 6 ans pour contribuer à la structuration de l'écosystème culturel togolais. Nous sommes sur toute la chaîne de l'écosystème, nous sommes au niveau de la création, nous sommes au niveau de la formation, nous sommes au niveau de la diffusion. Et au même moment, nous organisons 2 grands événements, dont les Afro-PN, et après nous avons le festival du film européen qui aura lieu en juin 2026. Cette édition, ayant pour thème Lomé, port d'attache des Afro-PN, regarde vers le large, se veut de valoriser les îles. Les îles sont importantes, c'est des lieux de communication en fait, les îles, et de mélange. Et ça permet de faire venir jouer des styles qui sont intéressants, dont on n'entend pas forcément parler
comme le Maloya de la Réunion, comme le Bouillon de la Guadeloupe. Il se passe une sorte de mondialisation dans la musique. Hein. Beaucoup de choses se mélangent, du coup, resserrer d'une année à l'autre sur un thème un peu plus précis, ça permet, parce que bon, c'est un festival qui chaque année, il faut choisir donc un thème. Et celui-là me plaisait énormément. Et puis quand on est à Lomé, de temps en temps, on a l'impression d'être sur une île. Hein, quand on regarde le large avec tous ces porte-conteneurs, c'est le même paysage qu'on peut avoir en Guadeloupe ou à La Réunion. Aujourd'hui, le festival Les Afropéennes continue de s'ancrer dans la culture togolaise. Cette 4e édition est prévue sur la période du 20 au 22 février 2026 à l'Institut français de Lomé et au marché moderne de Kakaveli. Nous poursuivons avec les actualités sportives. Benghazi s'apprête à accueillir du 7 au 9 février le tournoi ITTF de tennis de table regroupant les grands noms de cette discipline en Afrique. La compétition dénommée Africa ITTF Cup est l'une des compétitions majeures du continent. Elle servira également pour les qualifications à la Coupe du monde de la discipline. Plus de détails avec Prosper Agbokoulou. La Libye s'apprête à vivre 3 jours intenses de tennis de table. Du 7 au 9 février 2026, Benghazi accueille l'élite continentale à l'occasion de l'ITTF Africa Cup, l'un des tournois majeurs du calendrier africain. Organisé par ITTF Africa, la compétition réunit les meilleurs polistes hommes et dames du continent. Un rendez-vous de prestige qui offre au-delà du titre continental des places qualificatives pour la Coupe du monde ITTF 2026. Sur le plan sportif, les regards seront tournés vers l'Égyptien Omar Assar, multiple champion d'Afrique opposé à une concurrence révélée notamment du Nigérian Quadri Haruna. Chez les dames, la jeune prodige égyptienne Anna Goda figure parmi les grandes favorites face à des adversaires expérimentés prêts à bousculer la hiérarchie. Pour la Libye, accueillir l'ITTF Africa Cup est un signal fort, celui d'un pays qui renoue progressivement avec l'organisation des grands événements sportifs africains et affirme sa place sur la scène continentale. Pendant 3 jours, Benghazi sera le centre névralgique du tennis du table africain entre spectacle, intensité et enjeu mondial. L'ITTF Africa Cup 2026 promet un tournoi de très haut niveau. Démarrée en novembre 2025, la première phase de la Ligue africaine des champions est arrivée à terme le dimanche dernier. Le bilan avec Prosper Agbokoulou. La première phase de la Ligue des champions CAF a pris fin le dimanche 1er février 2026 avec les derniers matchs allés de poule selon le calendrier établi. Les résultats et le classement ont permis aux participants de mesurer le travail qui les attend pour la deuxième partie qui s'annonce pour les 6 et 8 février 2026. Le groupe A est dominé par Pyramide FC d'Égypte 10 points, suivi de la RS Berkane du Maroc 7 points, puis de Rivers United du Nigeria, 3e avec 4 points avant les Zambiens de Power Dynamos, 1 point. Le groupe B connaît lui aussi l'hégémonie d'un autre club égyptien d'ailleurs, le plus titré d'Afrique, Al Ali avec 8 points. Deuxième, les Marocains de Asfar, 5 points, puis Young African de Tanzanie et les Algériens de la JS Kabylie complètent avec respectivement 5 et 2 points. Le groupe C est dominé par les Soudanais de Al Hilal, 8 points, suivi de Mamelodi Sundowns 5 points, de MC Alger 3e avec 4 points et de FC Saint-Lupopo de la RD Congo. On termine avec le groupe D du Togolais Bodé où son club, le Stade malien, crée la surprise en tête du groupe avec 8 points, laissant derrière l'un des favoris, l'Espérance de Tunisie, 6 points. Petro Luanda d'Angola et Simba SC de la Tanzanie bouclent avec 4 et 1 point. Le début de la phase retour se déroulera comme suit. Groupe A, River United Pyramide FC, Power Dynamos FC et RS Berkane dans le groupe A. Dans le groupe B, Asfar joue Young Africa et JS Kabylie reçoit Al Ali. Dans le groupe C, MC Alger joue Al Hilal, puis FC Saint-Lupopo reçoit Mamelodi Sundowns. Dans le groupe D, le Stade malien est l'hôte de Espérance de Tunisie, et puis Petro Luanda reçoit Simba.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne suite de nos programmes. Excellent week-end à toutes et à tous.